Bonsoir à tous. Voilà ce soir un grand moment pour moi. Je suis très émue. Voilà, je pense que vous allez être prévenus que j'arrive. Voilà, voilà. Merci à tous d'être là. Voilà, je disais que je suis très émue parce que ce soir j'ai l'honneur de recevoir une femme exceptionnelle. Ça peut paraître dingue parce que vous allez me sentir extrêmement élogieuse, mais pour moi j'ai l'impression que voilà, je la connais depuis tout le temps et à la lecture de son livre, il y a tellement de synchronicité entre ce qu'elle raconte et ma propre vie que je me dis que voilà, j'ai vraiment bien fait de saisir cette opportunité de cette rencontre. Voilà, Sonia Barkala. Et en fait, Sonia, je l'ai rencontrée sans la rencontrer. J'avais découvert son travail à travers les réseaux sociaux il y a plusieurs années au sujet de sa chaîne qu'elle avait mis en place, hein, auquel je ne m'étais pas abonnée, mais j'étais quand même très au courant déjà. Et puis j'ai vu son live dernièrement avec donc Geoffrey Seco, et j'ai saisi l'opportunité de prendre contact avec elle, et donc elle a accepté de se mettre avec moi, entre guillemets, de contacter, d'être dans la possibilité de faire quelque chose ensemble. Et voilà, on a communiqué et elle m'a dit OK. Et nous allons parler de son livre, de son travail, de son parcours, de tout ce qu'elle est en train de laisser à l'humanité. Bonsoir Sonia. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Joie. Voilà, joie de te voir parce que beaucoup au téléphone, mais là voilà, ça y est, c'est réel, c'est concret. C'est ça. Merci de tout cœur d'être là. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien et je suis super touchée de ton accueil et voilà, bonsoir Cathy Astrocat qui nous fait un petit coucou. Et voilà, je suis très touchée parce que, bon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même assez dingue. À la lecture de ton bouquin, moi, je vais quand même raconter en 2 petites minutes parce qu'au début, voilà, Geoffrey Seco, donc je te contacte en message privé et puis on donne cette date de ce live. Et puis, très justement, tu me dis, est-ce que tu as lu mon livre? Et je te réponds aussi spontanément, non, pas du tout en fait. Donc voilà, et à la lecture de ce livre, et tu as bien fait d'insister, parce que je t'ai dit, voilà, moi je suis pas journaliste et ce que je veux, c'est juste qu'on passe un moment autour de tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu as fait, je ne savais pas tout ce que représentait cette partie immergée de l'iceberg, qui est tellement colossale. Effectivement, je passais à côté de l'opportunité de rencontrer vraiment. Enfin, et encore, je pense que tu ne dis pas tout. J'ai passé peut-être le tome 1, il y a 2, 3 tomes, parce que c'est tellement dingue. Voilà. Donc il y a marqué quoi? Qu'est-ce que tu marques, Cathy? Mince, pas libre maintenant. Et là, c'est oui, en replay évidemment, Cathy, il n'y a pas de souci. Donc je remontre le livre, voilà, de Sonia, qui est très lumineux et très très blanc en même temps. Et c'est ça qui on joue aussi sur le côté visible et invisible de cette phrase. Et si cela vous arrivait, très jolie couverture avec cette lumière très très intense qui nous aveugle. J'ai envie de reprendre une phrase de ton film aussi, que j'ai extrait, qui est de René Descartes, pour entrer dans la matière. Justement, nous devons chercher en vérité, enfin la vérité en pleine liberté d'esprit, affranchie de toute idée préconçue. C'est ça. René C'est la Descartes. définition d'un vrai scientifique en fait qui recherche sans préjugés, sans, sans avoir déjà une opinion, sinon tout est biaisé. Voilà. Ouais, alors Mais tu vois, pour le coup, du coup, moi, j'ai déjà une opinion parce que je suis déjà toute ouverte à cette cause, si c'en est une, pour multiples raisons. Mais du coup, moi, j'ai déjà des idées préconçues qui sont dans le sens du favorable, hein. Donc, désolée pour toi, oui, René, mais tu vois, voilà, oui, mais il s'adressait plutôt à des scientifiques, tu vois. c'est clair. Euh, C'était toujours se remettre en question pour pouvoir faire des découvertes. Évidemment, les découvertes c'est nouveau, donc si on reste accroché à nos convictions, ben, on n'évolue pas. Eh ben, on est Et dans ce sens, d'accord, mais justement, on s'oppose ouais. toujours à ceux qui sont, tu vois, déjà convertis, ouverts, favorables.
peu importe tous les qualificatifs, en opposition à un scientifique, c'est toujours extrêmement délicat d'aborder ce type de conversation parce que on s'oppose tout de suite à la science, alors que faut-il véritablement à chaque fois opposer la science à ce qui est en fait. Et ce qui est-ce que c'est toujours démontrable? C'est toujours complexe. Toi, par contre, dans le bouquin, il y a beaucoup et puis dans le film et dans tous voilà les colloques aussi que tu as fait, il y a beaucoup de scientifiques qui parlent justement, qui pourraient aller dans le sens de René Descartes. Exactement, surtout que il y en a certains, au départ, ils étaient à l'opposé de ce qu'ils font maintenant, tu vois. Ils étaient très réfractaires, ils pensaient que c'était dû aux médicaments, des hallucinations, à la chimie du cerveau, à un dysfonctionnement cérébral. Et puis, jusqu'au jour où cela leur est arrivé, jusqu'au jour où ils ont mené leur propre étude, et là, ça a tout changé. Effectivement, donc la notion d'expérientiel est très importante. Elle est capitale. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bon, le sujet, je l'ai intitulé, mais c'est très difficile d'intituler un titre avec toi pour te rencontrer, parce que sinon, non mais, est-ce que je pourrais dire, et si vous la rencontriez, je ne sais pas, parce que non mais, on peut parler, tu vois, j'ai parlé de Amy, alors c'est un langage un peu c'est un jargon personnel, donc je préfère quand même qu'on explique à tous les novices, parce qu'il y a des gens qui vont tomber sur ma vidéo et qui n'ont jamais entendu parler de ça, donc j'aimerais quand même qu'on en parle un petit peu. Mais il y a ça, il y a les OBE, il y a les états modifiés de conscience, il y a la conscience, qu'est-ce que c'est, il y a ton expérience aussi de la Kundalini, c'est voilà, ça fait partie aussi de toutes ces expériences. Moi, j'ai des expériences personnelles aussi qui se regroupent mais qui sont pas vraiment définissables, je ne sais pas comment les appeler. Donc voilà, je te laisse un petit peu faire le check des espèces de petits glossaires simplifiés, voilà, qu'on puisse un peu savoir déjà de quoi on parle, parce que moi je sais, mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Alors, généralement, quand on parle d'expérience de mort imminente, on évoque ces personnes qui ont frôlé à l'origine la mort, qui ont frôlé la mort de près, suite à un coma, un arrêt cardiaque, une opération. Certains ont été même déclarés morts cliniquement. Et puis, ces gens sont revenus avec un récit, une histoire, vraiment hors du commun, où ils racontent s'être décorporés avec un sentiment de bien-être, s'être retrouvés en train de flotter au plafond et ont vu le personnel médical s'affairer autour d'eux. Et puis, bon, ils en ont profité pour se balader hein, dans les couloirs de l'hôpital. Souvent, ils rejoignent dans la salle d'attente leurs proches. Tu vois, ils voient leurs proches dans la salle d'attente, ce sont les parents, les enfants, etc. Alors, tous ne vivent pas la même expérience, mais il y a des points communs. Certains vont voir leur vie défiler en un instant, en ressentant le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Puis après, il y a l'étape où ils sont attirés par un tunnel, avec au bout une lumière irradiante d'amour, d'un amour inconditionnel. Apparemment, c'est très frappant, c'est très marquant pour eux. Et au bout de ce tunnel, eh bien, ils rencontrent soit des êtres de lumière, soit des proches décédés, qui leur disent, ben, ce n'est pas ton heure, il faut que tu repartes. Voilà, ça c'est un peu on va dire, le M-type, mais expérience de mort imminente, c'est une définition qui est obsolète. Le mot expérience de mort imminente, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, non, c'est pas qu'aujourd'hui, ça remonte à 30 ans déjà, on sait qu'on peut vivre cette expérience sans frôler la mort obligatoirement. On peut vivre cette expérience en faisant de la méditation, dans le contexte d'une relation sexuelle, par exemple, en buvant un café. Il n'y a plus vraiment de contexte précis pour vivre cette expérience. Mais la plupart du temps, on est d'accord, c'est souvent à l'approche de la mort. À l'approche de la mort ou d'un grand choc aussi, parce que tu l'as évoqué, il y a aussi dans ton film cette personne qui a eu un accident et qui a tellement eu peur que justement il y a eu cette, alors c'est pas une EMI, une décorporation, voilà, c'est Ben, un disons état de qu'elle a conscience. eu peur d'avoir l'accident. Elle n'a pas eu l'accident. Elle a eu peur d'avoir l'accident. Elle s'est sentie sortir de son corps et elle est allée directement dans le tunnel et la lumière. Elle a vu sa vie défiler. Donc voilà. Après, ça me fait penser aussi aux femmes qui vivent aussi des violences du type Oui. sexuel ou d'agression et qui sont dans des états de sidération à tel point qu'elles se décorporent hein, pour, alors Dans le cas, oui. peut-être par bienveillance, enfin, on n'aura jamais la fin de l'histoire, mais
elles se voient dans une situation où elles n'ont pas tous les sévices, en tout cas pas il y a la conscience sort du corps en fait, C'est comme un comportement de défense, complètement, protection, et tout à fait. elle est prise, elle provoque cette tirpe du corps, oui. Et tu mentionnes aussi un exemple de cette femme lors de son accouchement aussi. C'est ça. C'est souvent, il y a beaucoup de femmes suite à un accouchement qui vivent une EMI, par exemple. Ouais. Effectivement, ouais. Donc ça reste des contextes assez classiques, entre guillemets, mais je le rappelle encore une fois, on peut vivre une EMI sans frôler la mort ou sans se retrouver à l'hôpital. Et alors, ce serait quoi l'appellation si on pouvait dire si le MI c'est obsolète et si on pouvait donner un nom, ce serait état de conscience Alors, modifié, ce qui n'est pas forcément. Alors, la mort, si, quand c'est clinique, justement, pour le coup, oui, moi, j'utilise EMI parce que la plupart du temps, ça a tellement été médiatisé, EMI, qu'on sait de quoi on c'est parle. ça. Voilà. Donc, moi, je continue à utiliser le terme EMI. On est d'accord. C'est plutôt, enfin, j'ai pas de définition, il faudrait que tout le monde soit d'accord qu'on ait vraiment une appellation commune. Mais pour moi, ça rejoint tout ce qui est état modifié de conscience, les sortir du corps, mais plus ou moins avec des degrés différents. Tu vois, c'est une OBE, c'est encore OBE, c'est-à-dire Out of Body Experience. C'est une décorporation, mais c'est moins fort que vivre la fusion avec la lumière ou rencontrer des proches décédés. C'est la première étape, en fait, des EMI. Ça peut être marquant pour certaines personnes, hein, rien que ça, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est encore différent et puis les répercussions sont très différentes aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est en termes de degré, parce que c'est en termes d'expérience plutôt, parce qu'il n'y a pas de, voilà, c'est la vie, voilà, chacun vit ce qu'il a à vivre. Euh, c'est une expérience qui n'est pas comparable, ça c'est certain, parce que la transformation n'est pas la même. Non, et c'est surtout comment l'individu l'aperçoit, l'intègre et en fait quelque chose, quoi. Il y a certaines personnes qui vivent une EMI qui n'en font rien. Puis d'autres, ils mettent des années avant de l'intégrer. Et puis les changements ne s'opèrent pas tout de suite. Tu vois, il y a une période aussi de dépression pour certains, de décalage, parce qu'ils ont tellement été dans une autre dimension quelque part, où baignait l'amour, où ils se sentaient interconnectés avec tout ce qui les entourait, qu'une fois que tu reviens sur Terre, avec ce sentiment d'individualisme qu'il y a, et bah, c'est différent. Donc oui, il y a un décalage et c'est très compliqué. Alors, ce que j'observe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent de EMI récentes et qui n'attendent pas 10 ans ou 20 ans avant d'en parler. En Au parler, bout oui. d'une semaine, ils peuvent se confier. Ils se confient en disant qu'ils ont vécu une expérience la semaine dernière, quoi, tu vois. Mais ça c'est super, quoi, Ça, tu c'est vois. super, voilà. Et c'est vrai que le but du live aussi pour moi, c'est aussi de pouvoir voilà, participer évidemment à ton travail humblement parce que. Mais tu vois, j'ai eu un message privé d'une personne qui gentiment m'a dit qu'elle, elle avait vécu quelque chose. Alors, c'est plutôt au niveau de, bon, avec Jean-Jacques Charbonnier, une TCH, mais en même temps, voilà, c'est son expérience ici qui est propre. Et du coup, je l'ai mis en story et elle m'a dit, oh, ça fait bizarre de me lire. Et du coup, c'est vrai que je lui ai pas posé la question, mais j'avais effacé évidemment ses coordonnées. Et je lui ai Mhm. dit, mais en fait, pour moi, le but, c'était aussi de partager parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas non plus dire. Alors, comme tu dis, il y en a de plus en plus qui en parlent. Moi, j'ai la parole facile, en fait. J'ai pas de. La mort a toujours été intégrée à ma vie. Donc, je trouve que c'est simple, mais c'est pas toujours le cas de tout le monde non plus. Et c'est souvent un sujet extrêmement tabou. Et alors, pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai fait de façon très spontanée une vidéo sur le décès de ma mère qui était le 3 septembre, mais j'ai dû faire 3 semaines après en fait cette vidéo et j'ai parlé de mon état de conscience par rapport à tout ça. Et la mort est un sujet qui est extrêmement, c'est vraiment c'est comme parler de sexe ou d'argent, c'est grave en fait. Alors Mhm. que, ben, voilà, moi, enfin, dans le travail que je fais avec la vie, justement, avec toute la périnatalité, c'est le même sujet, hein. La mort et la vie, c'est exactement la même chose. On parle facilement. Ben, c'est lié parce que la plupart des gens, les gens qui ont frôlé la mort, n'ont plus peur de la vie après. La disparition de la peur de la mort, c'est vraiment ce qui caractérise une expérience de mort imminente. Et là, même les plus réfractaires sont tous d'accord sur un point commun, c'est le pouvoir de transformation de cette expérience. Donc, quand tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de la vie.
et tu comprends que tous les maux de la société, en fait, prennent leur origine dans la peur de la mort. Voilà pourquoi c'est important. Alors, oyez, oyez, braves gens, qu'est-ce qui se passe à 14 ans dans cette cour de récré, toi, cette copine qui t'accueille? Tu peux nous raconter en 2 secondes comment ça se passe pour toi? Ah, là, c'est suite à ma première décorporation que j'ai vécue spontanément à l'âge de 14 ans. Je suis dans ma chambre d'ado et puis dans la nuit, je me retrouve au plafond. J'observe ma chambre d'ado et je suis attiré par ma chaîne IFI. Alors ma chaîne IFI, elle était en veille. Je revois encore le point lumineux. Je suis attiré par elle et puis comme une boule d'énergie, plus je m'approche et plus je crée des interférences. Comme un tuner de radio ouais, qu'on bouge et puis on fait défiler les stations radio les unes après les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plus je m'approchais et plus les stations défilaient, j'entendais des bribes de paroles d'animateurs radio qui parlaient, j'entendais des bribes de chansons, et à un moment, je m'attarde sur une chanson, pas n'importe laquelle, c'était la chanson de Goldman, Patois, parce que c'était la chanson de mon premier amour. Donc je l'écoute, je prends la peine de l'écouter du début jusqu'à la fin, et une fois la chanson terminée, je me souviens m'être fait la réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques. J'avais 14 ans. Et puis ben, je continue à flotter, etc. Et puis le lendemain, tout excité, je me confie à mon amie Malika, une copine du collège, quoi, une amie du collège, et j'aurais jamais dû lui dire parce que elle a interpellé toute la cour en me disant oui, oui, braves gens, pendant que nous on dort la nuit, Sonia fait des sorties hors du corps. Elle m'a séché, grillé, tout ce que tu veux. Donc j'en ai plus parlé par la suite pendant un très long moment, en tout cas, pas avec des personnes qui n'étaient pas ouvertes, quoi. C'est ça, et la parole, elle peut se libérer simplement, mais elle n'est pas toujours interprétée comme on l'aimerait, et c'est compliqué aussi par moment de pouvoir témoigner aussi de ce qu'on vit, et, des fois il y a un besoin aussi de reconnaissance, de pas être, comment dire, interprété dans ses propos en fait. Hein. C'est Ah non, ça c'est clair, c'est quand on ne connaît pas, on a tendance à un peu nier le phénomène. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'on me salue, donc j'en profite. bah oui, bah bien sûr, profite, attends, dis Voilà. bonjour à tout le monde, c'est évident. Et voilà. Et alors si vous avez aussi envie de partager, surtout allez-y, hein, parce que c'est croustillant aussi de pouvoir voilà dire ce qu'il y a à dire, hein, c'est le moment. Et puis s'il y a des questions, surtout allez-y. Et du coup, bon, ça n'a pas commencé comme ça, parce qu'il y a plusieurs histoires, je ne peux pas tout raconter. Moi, je vous invite vraiment à lire son livre parce que c'est. Je suis tellement, comment dire, surprise, joyeuse et en même temps tellement riche de tout ce que j'ai lu, parce que c'est ce que je te disais l'autre jour, je ne sais même pas comment faire le live, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations que j'ai l'impression que je pourrais faire 3, 4 lives avec toi sans problème sur différents sujets, tu vois. Donc voilà, j'ai eu beau mettre des petits post-it partout. Le premier que j'ai mis, mais bon, j'ai pris plein de notes et voilà, je t'avais dit que j'aborderais certains sujets et je vais m'y tenir. Est-ce que tu veux nous raconter ta rencontre avec Patrice Van der Zel, peut-être? Parce que ce que j'aimerais redire, mais j'ai déjà dit dans les stories, euh, voilà, ça fait quand même de nombreuses années que tu es la pionnière dans ce domaine-là. Donc, Patrice Van der Zel, Jean-Jacques Charbonnier et tout ce que tu as pu faire aussi. Et puis, il y a un petit témoignage aussi. Il y a Clémisti qui dit bonsoir. Est-ce qu'une sortie hors du corps peut se passer la nuit, mais on est dans un autre espace-temps. On atterrit dans la journée. Non, ça n'a rien à voir. C'est que, bon, on peut faire des sorties du corps à tout moment. Souvent, c'est quand on est en état de relaxation. Effectivement, ce qui ressort, c'est que lorsqu'on fait ces sorties ou lorsque les gens qui vivent une EMI observent que, ils sont dans une dimension où le temps et l'espace est différent, s'écoule différemment. Voilà. Donc, mais bon, c'est Nicole Dron, par exemple. Nicole Dron est une expérienceuse qui a vécu une EMI en 68. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle 45 secondes d'éternité, où on a l'impression qu'elle a vécu des millénaires et il s'est écoulé juste 45 secondes. Voilà, le temps s'écoule différemment. Et l'espace, et, c'est une autre perception de l'espace aussi.
Voilà, certains disent qu'ils perçoivent à 360 degrés. Mais pour revenir à ta question de Patrice Van der Sel, qui est un journaliste, et c'est lui, en fait, c'est lui qui nous a fait connaître le phénomène EMI Exactement. après Moody, tu vois, parce que le pionnier, c'est Raymond Moody, c'est ce psychiatre américain qui a recueilli dans les années 60-70, des centaines de témoignages de EMI, qui en a écrit un livre, La vie après la vie. Et Patrice a été, si tu veux, mandaté pour aller faire mener une enquête là-bas, pour le journal actuel. Et lui, il n'y croyait pas non plus. Il disait, oh, je vais faire une enquête sur les charlatans, des médecins, voilà, qui baigne en plein obscurantisme et tout. Et puis en fait, en menant son enquête, il aperçoit que c'est un phénomène réel, quoi. Et c'est là qu'il rencontre aussi Elisabeth Kübler-Ross, la pionnière des soins palliatifs. Et il écrit un bouquin, Patrice, qui s'appelle La Source Noire. Et quand j'ai eu ce livre entre les mains, lorsque je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et je crois que dévorer, c'est pas le bon mot. Ce livre, il a été un électrochoc. C'est ça. Voilà, il a été un électrochoc, il a été un peu comme La vie après la vie, comme le film documentaire qui a suscité ma vocation. La Source Noire m'a donné envie de faire d'investigation, d'aller plus loin. Et donc j'ai contacté Patrice, qui a été super sympa, il a été très accessible, il m'a ouvert, alors que j'avais qu'une petite vingtaine d'années, il m'a accordé sa confiance, il m'a ouvert son carnet d'adresses et m'a mis en contact avec des tas de personnes pour m'aider justement à réaliser mon film, à organiser ce colloque et je lui en suis très reconnaissante. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait la La préface du livre. préface, exactement. C'est écrit sur ton livre, c'est marqué là, hein, tout en dessous, Voilà, là. Vous voyez, Patrice Van der préface de Sel. Patrice Van der Zel. Et moi, c'est pareil. Bon, alors, c'est ce que je disais, c'est toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais j'ai le même parcours. Bah, Raymond Moody et, euh, et Patrice Van der Zel, La Source Noire, ça a été une claque, mais phénoménale. C'est un truc de dingue. Bon, moi, j'ai pas capté une radio avec Jean-Jacques Goldman. C'était pas ça du tout. Moi, j'ai une autre histoire. C'est alors, j'ai pas fait de décorporation, mais j'ai commencé à en faire et je te l'ai dit, hein, j'ai eu peur en fait. Et le corps, en fait, enfin, en tout cas moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Moi, c'est souvent quand je suis couchée, donc c'est souvent le soir, la nuit ou le matin à l'aube avant que je me réveille, mais j'ai le corps qui vibre en fait. Moi, j'y vibre, je sais même pas comment l'appeler parce que j'ai l'impression que ça gronde. Oui, mais c'est ça, comme ça que ça Ça, se passe, hein, c'est c'est comme si exploration. c'est voilà, c'est comme si Ouais. ça grondait et ça gronde pas de son, ça gronde de je sais pas si on peut parler d'énergie, je sais même pas comment on peut parler de ça, mais en tout cas, je sais que c'est en train d'arriver et là, ça y est, il y a le mental qui prend mais ça m'est arrivé 2, 3 jours d'affilée, je me rappelle très bien, j'étais à Paris, je pense que c'était il y a 2, 3 ans avant le confinement, j'étais dans un hôtel et je me suis sentie commencer à partir et j'ai pris peur en fait. Et pourtant, je suis dans un état d'excitation à l'idée de vivre une expérience. En plus, je suis pas du tout demandeuse, mais j'ai tellement lu de bouquins là-dessus, je me dis mais il faut que je me calme quoi, parce que je sais pas pourquoi, je suis même pas en quête en fait. C'est ça qui me fait chier, c'est que je sais que je suis prête, mais il y a un truc qui me fait peur quand même. Bref, je ne suis pas sortie de mon corps, mais voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que et je refais le lien avec Patrice Van der Zel avec ce que je fais, c'est que comme je te l'ai expliqué, moi c'est à travers la mort de ma sœur, puisque j'avais 2 ans quand elle est décédée, donc elle avait 6 mois. Et donc, toute ma vie est conditionnée, en fait, après, avec le décès de cette petite fille, en fait. C'est comme ça, je me l'explique pas, voilà, je suis en lien avec son âme, voilà. Et du coup, Patrice Van der Zel, Raymond Moody d'abord, Patrice Van der Zel, là, je voudrais citer aussi son bouquin qu'il a écrit sur Maître au monde, qui est un excellent livre sur les enquêtes aussi. Il parle évidemment de tout le monde, hein, il parle d'Elisabeth Kübler-Ross, il parle de plein de gens. Sur la naissance aussi, hein, sur comment on met au monde Bon, la naissance, c'est lié. et complètement parce que je pense à cette âme, donc Anne Dorothée, cette petite fille hein, qui est venue visiter le corps de ma mère après moi. Je veux dire, elle est venue, elle est repartie, et elle est certainement revenue après. Et donc, ça fait partie du lien de tout ce qui nous arrive. Et donc, voilà, je voulais aussi voilà, parler aussi d'EMI et d'état de conscience modifié par rapport aux enfants et à la maternité, et à tous ceux qui ont perdu des enfants ou qui ont fait des fausses couches. Ou, voilà, je trouve que c'est très intéressant aussi. On abordera le sujet tout à l'heure. Et donc, ta rencontre avec Patrice Van der Zel, du coup, tu vois, comment tu as réussi à contacter cet homme-là du haut de tes 20 ans et de ta foi comment tu es passé de 14 ans à putain, pendant qu'on dort, elle, youp la boum, elle est au plafond, à je veux, après la lecture de ces livres, faire cette investigation, donc devenir journaliste aussi.
Et comment tu as les coordonnées de Patrice Van der Zel? Est-ce que tu regardes au quatrième de couverture, t'appelles chez l'éditeur ou à t'appel actuel Non, ou... c'est quelqu'un parmi les gens que j'ai rencontrés, des expérienceurs, il y avait des personnes qui le connaissaient et Ok, qui m'ont donné les coordonnées, qui m'ont recommandé auprès de lui, et puis ça marche comme ça. la vie est bien Entre faite, hein? contacts, ça peut être rapidement, et puis, oh oui, 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 des fois quand c'est fluide, c'est ce que j'ai observé, hein. Quand c'est ta voix comme ça, c'est une autoroute, il y a tout C'est qui clair. vient vers toi, tu demandes rien. C'est comme ma rencontre avec Moody. Je rêvais de rencontrer le docteur Moody. Il se trouve que j'ai rencontré une personne qui le connaissait personnellement. C'est Tu quand vois, et même puis, dingue. Moi, voilà. personnellement, je connais personne qui la connaît, hein. Mais bon, De quoi? c'est une vocation. Hein. C'est une autoroute quand même, tu vois. Bah oui, mais tu sais, j'ai connu aussi l'effet inverse où quand tout est bloqué, tu as un mur de béton à côté de toi, tu peux prendre la perceuse, tu peux prendre une C'est vrai, dynamite. Quand ça veut pas, ça veut pas. c'est clair. C'est vraiment bizarre, hein. C'est frustrant, tu comprends pas, et puis tu te poses des tas de questions, tu te remets en question d'ailleurs. Mais voilà, quand c'est fluide, quand c'est ta voix, ben tout se déroule comme un tapis rouge, c'est incroyable. Donc, Patrice Van der Zel, et après, tu décides donc de faire un colloque. Oui, alors il se passe quelques années, Et parce oui, que Patrick, quand je l'ai rencontré en 2002 par là, oui, il me semble que c'est vers 2002, et j'ai organisé mon premier colloque en 2006. Donc il s'est passé quand même un peu de temps, mais c'est entre le moment où j'ai rencontré tout ce beau monde, entre-temps j'ai rencontré des expérienceurs, j'ai fait un peu, euh, j'ai investigué, j'ai rencontré des spécialistes, je me suis documenté, j'avais une boulimie de lecture. Je me souviens, j'allais dans les librairies, je prenais tout ce qui touchait les titres EMI, mort, au-delà, tout ça, puis j'ai ingurgité tout ça, quoi, je me suis nourri. Et j'avais une flamme qui m'animait, c'était plus fort que moi. Voilà, j'avais tout quitté pour créer ma société. Mais bon, c'est ce que je voulais faire. Je voulais organiser un colloque, je voulais faire un film après avoir regardé un film documentaire, justement, qui est l'adaptation du livre de Moody, parce que je faisais de la dépression, je voulais mettre fin à mes jours. Et c'est en écoutant les témoignages de ce fameux documentaire que là, ça a été magique, ça a été le déclic. J'ai tellement été touché par la sincérité, l'authenticité des gens qui avaient vécu une EMI, que, en fait, ils m'ont donné un sens à ma vie. J'ai trouvé mon sens à partir de ce moment-là. J'ai dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Un jour, je ferai un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique parce que c'est important, parce que j'aime bien analyser, j'aime bien comprendre. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces études qu'on a maintenant. bien sûr. Moi, le documentaire que j'ai eu, c'était juste des témoignages. Oui. Et il y avait le docteur Moody qui parlait, et puis bon, c'était les premiers balbutiements de la recherche, quoi. Et puis, bon, après, entre vouloir faire un film, être capable de le faire, et puis avoir les moyens de le faire, c'est déjà plusieurs étapes. J'étais chauffeur à l'époque, parce que je suis passé, j'étais pigiste pour des journaux locaux. Et puis après, j'ai été chauffeur d'ambulance, j'ai été chauffeur-livreur. Et à un moment, j'en avais marre, parce que quand j'ai lu La Source Noire, on dirait que tu sais que j'ai été possédé par un alien, tu sais. C'est clair. À l'intérieur de moi, ça bouillait, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais derrière un volant, quoi? Il faut que. Ce qui m'anime, c'est ça, je veux faire des enquêtes, je veux rencontrer des gens, je veux faire ce film. Et un jour, ben, un soir plutôt, je me souviens que la veille, j'avais émis une intention. J'ai dit, Amy, oui, c'est ça. L'intention, j'ai dit, il faut que ma vie, elle change maintenant. Voilà, j'ai envie que ça bouge. J'avais 27 ans. C'était en 2005. Je me rappelle, c'était en février 2005. Et je me suis dit, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie parce que je peux pas rester. Ça a pas le même. C'est pas enthousiasmant ce que je vis. Voilà, je suis frustré en fait. Entre ma passion pour les EMI et un boulot alimentaire, mais bon, il faut bien un boulot alimentaire. oui, mais dans ce boulot Et alimentaire, tu expliques bien que tu as aussi été en contact avec des personnes qui faisaient aussi des témoignages. oui, je faisais mon petit sondage, ma petite enquête à mon Et niveau, ouais, quoi. donc ça avait déjà du sens. C'était pas qu'un boulot alimentaire, c'était aussi nourri de ton. En tout Oui, cas, toi, tu oui. y émettais aussi de ta. Ben, j'essaie d'allier les deux, quoi. C'est Il fallait clair. bien que je me concentre quelque part. Donc, je livrais un colis, puis on parlait choses et d'autres. Des fois, on sympathisait avec les clients, et puis
Puis on parlait de NI, quoi. Voilà, et j'avais remarqué il y avait pas mal de gens qui connaissaient le phénomène ou qui avaient entendu parler, qui avaient vécu l'expérience. Donc voilà, et puis un soir, j'ai vécu ce qu'on appelle un réveil de Kundalini, où j'ai ressenti une puissance intérieure incroyable en moi. J'en aurais dit que j'avais deux réacteurs d'avion et que c'était une énergie tellement puissante que je me suis dit, je vais être je suis une fusée, je vais quitter la Terre. Ouais. Et un peu comme toi, au moment où je sens que je me décorpore et puis je sens un bourdonnement puissant, tu vois, je me dis, je vais quitter la Terre. Je sais, je vais quitter la Terre, ça va être puissant, mais à un moment, j'ai eu peur. J'ai dit, mais où je vais atterrir, quoi, où je vais aller? Et j'ai eu peur. Et j'ai prié pour que ça s'arrête et ça s'est arrêté instantanément une fois que j'ai prié. Mais une fois que je suis revenue sur mon corps, j'ai été prise de tremblements violents. Ouais. Et j'ai senti comme un serpent qui était au bas de mon ventre qui se déhanchait, quoi. Il paraît que c'est ça la Kundalini. Et tu le décris très bien, du reste. J'aime beaucoup le texte que tu mets pour expliquer ce que c'est que la Kundalini, enfin de façon, voilà. Oui, d'accord. Mais en Ouais, tout cas, le lendemain, je sais que c'était tellement puissant. On aurait dit que cette expérience, c'est comme si on te mettait du kérosène, tu vois. ouais. On te faisait le plein d'énergie. Le lendemain, j'avais peur de rien. C'est-à-dire que c'était décidé, je quittais mon job. Voilà, trois objectifs, ou quatre plutôt. Je quittais mon job, je créais ma société de prod, j'organisais le colloque et je réalisais Je et fais le film. produisais mon film. Et j'ai tout fait. Et quand j'organisais Martigues, il fallait vraiment être c'est pas être courageuse, c'est être inconsciente, tu vois. Ça, c'est certain, il fallait la folie de la jeunesse, il fallait avoir un petit grain. La foi, La foi la ou folie. peut-être Mais la folie, c'est de la foi aussi. inconsciente et insouciante Ouais, quelque ouais. part, tu vois. Parce que tu me redemandes d'organiser un Martigues dans les mêmes conditions, aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je le ferai pas. Oui, mais parce que là, tu mets ton mental. Mais au moment où ça arrive, tu n'as pas cette conscience de tous les obstacles ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ben, je ne évident. voulais pas. Bah, J'avais jamais organisé, j'avais pas l'idée du risque, tu et vois, j'avais voilà. pas évalué. Mais il y avait un autre élément, d'autres facteurs, c'est que j'ai été très, beaucoup aidée d'abord. Tu vois, j'ai été encouragée par des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai été très soutenue. Tu as des gens, ils venaient vers moi pour me proposer de distribuer les flyers, tu Ouais. vois. À l'époque, en 2006, c'était encore les flyers. Il y avait pas encore, les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi développés que maintenant. Donc, tu as des infirmières, tu as des médecins, tu as des écoles d'infirmières. Tous voulaient m'aider à faire connaître cet événement qui était unique, quand même, c'était une première. Et le succès, il est venu de là, quelque part. Parce que, il y avait une solidarité qui s'est créée autour de ces rencontres. Et j'ai été bien aidée parce que j'étais seule, hein, j'ai créé ma société seule. Et il y a eu de belles synchronicités, encore une fois. Et du coup, tout s'est imbriqué. Comme j'ai invité Moody. euh, donc, on revient en février, hein. Donc, je décide de quitter mon job. Je rencontre une personne qui connaît Moody, il me dit, bah, écoute, Moody, il vient à Montréal chaque année. Si tu veux, bah, écoute, je t'héberge, tu prends ton billet d'avion et je t'amène le voir, quoi. Bah, évidemment. J'ai sans quitter mon boulot, tu vois, et puis ben, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé le voir. Moody, je lui ai proposé s'il était intéressé pour venir donner une conférence en France. Moody, qui est un amoureux de la France, a accepté. Et puis après, une fois que tu as le pionnier, tu as le grand nom, la grande affiche, C'est clair. ben, quand tu demandes aux autres, ils disent oui. Et il faut le faire quand même, hein. Tu proposes une C'est date, énorme. ils sont tous disponibles. Voilà. C'est fou. Alors que des fois, il faut que tu t'y reprennes à plusieurs fois avant de trouver faire coïncider une quinzaine d'agendas, quoi. Oui, et puis sur un sujet qui est complètement novateur à l'époque, ça ne s'est jamais produit, tu vois. C'est pas, t'as pas fait venir des gens pour quelque chose de lambda. Enfin, c'est un sujet qui est particulier quand même. Oui, c'est un sujet qui est particulier, mais l'angle était différent, si tu veux. Ce qui était innovant à l'époque, c'est que je ne faisais pas parler uniquement les expérienceurs. C'était les C'était pas scientifiques, des médecins, bien sûr, c'était des médecins, bien des sûr. scientifiques, tu vois. Et le regard, c'était le regard des blouses blanches face au récit de Amy. On change, tu vois. Et du coup, ça a intéressé aussi ben, les médias. Les médias sont venus tout seuls. Alors que là, tu trimes tu cours après eux, même pas ils te regardent, quoi. Mais à l'époque, c'est eux qui venaient. Et il y a eu un impact médiatique international pour Martigues.
Tu vois, on a eu une dépêche qui a fait le tour du monde, traduit en plusieurs langues. Il y avait la télé polonaise à l'époque aussi qui est venue, qui avait fait le déplacement, qui avait tout un reportage. Voilà, puis après ça a été relayé au JT de France 2, France 3. Enfin, Et voilà, tu peux c'était nous les gens. rappeler le nombre de participants sur ces 2 jours de colloque? Non, à Martigues, c'était une Une journée et il y a eu journée. 2000 Ok. personnes. Voilà. Et c'était Martigues, d'ailleurs, pour la petite anecdote, les gens ne croyaient pas que le docteur Raymond Moudji allait venir à Martigues. C'est fou. Ils disaient, mais attendez, un nom comme ça, même dans le milieu de la spiritualité, tu vois, ils disaient, mais attendez, Moudji, s'il vient, c'est à Paris. C'est même pas Marseille, c'est Martigues. Non, c'est pas possible. C'est une mythomane, c'est d'ailleurs, même à Martigues, il y a des commerçants qui ne voulaient même pas mettre les affiches parce qu'ils pensaient qu'on était une secte, on allait provoquer des EMI collectives à la halle de Martigues, quoi. Mais, mais voilà, ça me faisait pas sourire à l'époque parce Ouais, je qu'ils sais bien avaient. maintenant. Maintenant, on a du recul pour rire. Mais pour te dire à quel point les gens ont été très motivés pour venir, parce que pour venir à Martigues, je t'explique. Alors, c'est soit tu viens en avion, puis après, il faut que tu prennes un RER. Enfin, et en plus, tu n'arrives même pas à côté de la halle, quoi, tu vois, il faut que tu prennes un taxi, que tu viennes à pied, et il faut marcher. Ou alors, ben, tu viens en TGV, mais pareil, enfin, c'était pas évident, quoi. Et la plupart du temps, les gens sont venus en voiture. 2000 Et j'allais. personnes. La plupart du temps, il y avait des bus, il y avait des associations qui organisé des bus aussi, c'était très très bien. Dans le sud de la France, généralement. Je voyais les bus défiler, tu vois, mais c'était assez impressionnant et tu as la pression obligatoirement. Il y a même un couple de jeunes mariés, futurs mariés à l'époque, qui disait, écoutez, on est venu, on a reporté notre mariage Pétard. Ok. parce qu'on s'est dit qu'un événement comme ça se passe pas tous les ans. Nous, on se mariait, bon, on s'aime, en gros, on sait qu'on va se marier, quoi. Si on reporte d'une semaine ou un mois, c'est pas de problème. Mais là, on tenait vraiment à venir. Donc, d'un commun accord, ils ont reporté le mariage. C'est bien Voilà, ça. ça c'est 2000 personnes, hein, c'est ça, Sonia? personne. Et puis après, sur 2 jours à Marseille, il y a eu 2000 personnes Oui. aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont venus que le samedi, d'autres le dimanche et d'autres les 2 jours. Donc, ça, on a comptabilisé 2000 personnes aussi. Donc voilà. Alors ça, c'est le deuxième, hein. Un DVD qui est encore possible d'acheter, hein, c'est ça, Sonia? Oui, oui, bien sûr, oui, sur Clistic. Voilà. Le Clistic, vous pouvez le trouver. Ouais. Et il faut au départ. Deuxième rencontre. Oui, il faut départ le film, exactement. Voilà. Et là, c'est Faut Marseille, départ. c'est 2013, hein. C'est ça, voilà. C'est ça. Là, c'est Marseille. Et donc, c'est combien d'heures là? Je sais plus, 2 heures, non, 3 heures, 4 heures, je crois. Non, 4h30, 4 oui, heures. c'est le meilleur moment. Voilà. Et du coup, le feedback de tout ça, donc de ces 2 rencontres et ces 2 colloques, après, tu as fait le film en troisième ou entre les deux? Non, 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 c'était entre les deux. Ça. Si tu veux, comme j'ai eu toutes les personnalités, les chercheurs que je voulais réunir Oui, dans le film, bah, ils étaient sur place à Martigues, donc j'ai profité pour faire les premières images à Martigues en 2006. d'accord. Et j'ai terminé le documentaire en 2009. Mais la sortie a eu lieu qu'en 2010, tu vois, parce que au moment où je cherchais une chaîne et tout, Oui, puis il y a la bon, voilà. post-production qui. Finalement, il est sorti en DVD. Et puis, mais bon, ça n'empêche pas que, bon, au départ, ce documentaire qui me tient à cœur, hein, a eu un parcours, a eu un destin dont je n'imaginais même pas à l'époque. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il est utilisé au CHU de Strasbourg, par exemple, pour les étudiants en médecine. Il est au CHU de la Timone dans les unités de soins palliatifs. Et ça, j'en suis fier Oui. parce que bon, ben, pour un sujet aussi tabou, bon, je suis resté très objectif malgré tout. Et puis, ben, je suis contente parce que peut-être que certainement demain, hein, il y a des médecins, certains médecins qui étaient étudiants et qui ont vu mon film, ben, du coup, sont sensibilisés parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est, hein, et qui peut-être, certainement, hein, maintenant, vont avoir une autre posture face au récit d'expérience de mort imminente. Voilà. Complètement. Bah, tu peux être fier. Il y a aussi, j'arrive pas à lire, c'est Iloliam hein, qui dit bravo. Bah, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres petits commentaires, mais c'est tellement passionnant et c'est tellement magnifique de voir que ce que tu as fait, ça,
enfin, je veux dire, ça participe à l'éveil de conscience, ça participe aussi à cette réconciliation qu'on a à la part de nous-mêmes, Mhm. à tous ces deuils aussi qu'il faut faire, parce que c'est compliqué aussi de vivre différents deuils, quelles que soient les circonstances, mais C'est après, ça. enfin, chacun va cheminer par rapport à ça, mais de savoir que ça existe et pour toutes les personnes qui ont besoin de, je sais pas si ce sont des réponses ou des preuves, peu importe, on s'en fiche. En tout cas, regardez ce film, ce que tu appelles le documentaire, moi j'appelle le film, mais Mhm. euh, c'est bouleversant en fait. Il y en a plein des petits extraits comme ça sur YouTube qui sont qu'on peut glaner, récolter. Il y a des copains, il y a des gens qui parlent, mais là, c'est entrecoupé aussi de scientifique dans ton film, tu vois, c'est pas que du témoignage aussi, enfin d'expérience. Non, mais Il y a des deux, c'est, hein. c'est- il y a les deux, mais en plus, c'est un travail très fouillé où j'ai même Exactement. acheté des images d'archives, tu vois. C'est vraiment ben, un documentaire avec, Exactement. voilà, avec des commentaires, une voix off, Ouais. avec des archives, des extraits d'autres émissions. Et je me suis éclatée. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment animée, quoi. Mais c'est pas fini. Non, non, ah non, non, du tout, du tout. C'est pas fini. Et donc, par rapport aux enfants, je sais que bon, j'ai noté plusieurs petites choses. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite fille qui a vécu cette EMI, mais qui a été à la rencontre de son petit frère? Alors oui, c'est une petite fille qui a vécu une EMI et qui, lors de son EMI, a rencontré son grand frère, parce qu'il est mort Oui, avant elle. oui, son petit frère, c'est elle la petite. C'est son grand frère, ben, son grand frère, mais qui est décédé avant elle, quoi. Mais je Et dis donc, elle petit ignorait parce qu'elle était qu'il enceinte. est certainement Oui, il est ben oui, mort pourquoi il plus est tôt. Ouais, privé, quoi, ouais voilà, c'est ça. c'est ça. Et il s'appelait Benoît. Et à son réveil, elle a dit à ses parents, ben, vous avez le bisou de Benoît, quoi, tu vois. Et puis ses parents sont devenus blancs, très émus, mais en même temps, c'est des éléments qui prouvent, c'est des récits qui prouvent que vraiment il se passe quelque chose, quoi. Parce que les enfants, ils peuvent pas dire qu'ils ont lu, ils se sont fait influencer par des lectures, par des histoires. Surtout que c'est pas des histoires assez communes non plus, quoi. Non, d'autant plus que les parents n'avaient pas informé cette petite fille de la présence C'est ça, de son frère en fait, hein. c'est ça. Ça Ouais, qui ça est- arrive souvent. C'est ça, c'était extrêmement troublant pour eux parce que des fois on a le Mm. sentiment d'avoir la mémoire de quelque chose, mais non, il y a des moments où on n'a pas l'information et donc on peut pas Pardon. se raconter non plus d'histoire sur une information qu'on n'a pas tout simplement, hein. C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est un infirmier c'était Xavier Rodier qui m'avait raconté ces témoignages en direct qu'il avait reçus. Et puis moi, j'ai reçu aussi mon propre témoignage en direct d'un papa qui avait perdu une fille de 13 ans et son petit frère, enfin, son fils, avait 6 mois quand elle était décédée. Et il disait qu'il avait la rencontre de sa grande sœur, dont il n'avait pas informé aussi, pareil. Il n'avait pas dit qu'elle était décédée, et puis il est arrivé, il a même trouvé une petite photo alors qu'ils avaient caché toutes les photos, quoi. Et lui, il ne croyait pas toutes ces choses-là. Donc ça l'a énormément touché, énormément bouleversé. Et pour moi, voilà, ça fait partie de ces récits qui apaisent, qui rassurent, qui permettent de surmonter un deuil. Et un décès n'est jamais, surtout quand c'est des bébés qui meurent jeunes, quoi, qui partent, il y a des histoires comme ça, on dit que c'était écrit, quoi. C'était écrit pour permettre aux parents et aux proches de s'intéresser et d'évoluer, de grandir autrement, quoi. Complètement. Ça détermine des fois toute une destinée, hein. Regarde, toi, tu t'es intéressé à tout ça par rapport à la mémoire que tu as eue de cette petite sœur qui est décédée très jeune. Exactement. Et ça a Voilà. déterminé aussi tout le travail autour de la périnatalité. Mais c'est vrai que moi, ma mère, elle a toujours. Tu parles des éditions de Chou dans ton bouquin. Au début, parce que je ne dis pas, mais vous comprendrez pourquoi je cite cet éditeur-là, Chou. Eh bien, à la maison, on a toujours parlé de la vie après la mort, de réincarnation, des Incas, des Mayas, de cette cité perdue de l'Atlantide. Enfin, je veux dire, ces conversations, moi, j'ai eu, mais toute petite avec ma mère. Donc, j'ai passé Mhm. des heures à parler avec elle de tout ça. C'est Donc ça, génial, ouais. c'est génial. Et moi, cet éveil-là, bah, je l'ai toujours eu. J'ai l'impression que enfin, je me suis incarnée aussi pour ça. Donc pour moi, c'était pas du tout, c'est pas du tout compliqué en fait, hein. C'est pour ça que quand Mhm. je parle de Descartes au début, j'ai pas à m'opposer à rien en fait, parce que c'est pas du tout scientifique. C'est une espèce de certitude naturelle en fait que j'ai.
voilà, sans, j'ai même pas à le prouver, je m'en fous en fait, je sais ce que je pense. Et il y a une association, j'avais envie de la citer quand même ce soir, l'association de la table ronde, hein, c'est ça? Comment parler Ouais. de la mort aux enfants? La table C'est ronde. pas ça, c'est moi qui me suis trompée en écrivant, parce que j'ai écrit tellement de notes que je ne sais même plus du tout. Comment parler de la mort aux enfants? C'est une association en Suisse, hein, c'est ça, d'une personne qui l'a. Non, c'est Non. moi qui me suis Non, trompée. non, non, non. En fait, c'est une table ronde que on a parlé aux deuxième rencontre. On a Ouais, fait une table ronde, c'est un ça. débat, Rien à voir. voilà, et autour de la question comment parler de la mort aux enfants. Ouais, Mais, euh, mais par contre, ça je l'avais pas évoqué, ça je l'ai pas évoqué, mais ça s'est passé après. C'est l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, tu vois. Et ça c'est merveilleux parce que j'ai rencontré trois mamans qui ont perdu un enfant hein, très jeune, mais qui ont eu des signes par la suite ok. et qui ont fait de leur souffrance une résilience pour aider d'autres parents, par exemple. Et ben, je connais des mamans qui ont eu des signes très forts et presque prémonitoires du départ de leurs enfants. Oui, Voilà, je pense à Sandra, par oui. exemple, une maman lumineuse aussi. Et elle raconte comment ben, sa fille est décédée le jour de ses 20 ans. Et puis elle lui apparaît un moment, je sais plus, c'est un rêve certainement. Elle lui dit, mais tout ça, c'était écrit déjà, c'était prévu comme ça. Tu le sauras, tu vas comprendre pourquoi. Et des tas d'histoires. Et puis j'ai rencontré d'autres mamans qui ont raconté les mêmes histoires, tu vois. Les mêmes récits où c'était prévu, et après, tu comprends pourquoi, parce que le projet que porte, je pense que si elles n'avaient pas perdu leurs enfants, elles n'auraient pas créé cette association. Et en même temps, leur association porte un projet, le projet Axel, qui va défendre, qui va permettre peut-être la meilleure prise en charge des parents endeuillés. C'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, avec les administrations, rencontrent des tas de problématiques et elles se battent pour ça. Et ça donne un sens, tu vois. Ouais, c'est clair. Tous Voilà. les deuils périnataux, maintenant, il y a un petit peu plus d'ouverture, mais ça peut laisser des traces traumatiques aussi de pas. Ben, ah oui, ça c'est Et, certain. Bon, après, et puis mettre dans la famille aussi cette place dans la fratrie. Tu vois, c'est pas j'ai eu trois enfants, j'en ai eu cinq peut-être avec deux décédés, avec des fausses couches aussi. Ça fait partie aussi de ces âmes qui viennent nous visiter oui, et dont voilà, elles ont le droit de citer aussi, hein. bien sûr, bien sûr. Il me semblait que j'en avais une autre que j'avais notée, mais j'arrive plus à savoir. Mais bon, c'est pas très grave. Et tu veux nous D'accord. parler des fleurs de bac? Parce que alors ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Parce que quand je t'ai invité, je savais pas du tout Ah, qu'on allait parler des fleurs de bac. Quand je t'ai contacté, j'ai dit bah voilà, Nathalie Ozeméry, je oui, suis conseillère agréée fleurs de bac, formatrice, patin couffin. Je me la joue un peu, j'essaie de me placer oui. et de savoir un peu Ouais. s'il y a une sensibilité ou pas, ou carrément où tu me dises bah non, je suis désolée, mais je vais pas faire un truc avec vous, moi ça me gave. Putain, je découvre ton bouquin et qu'est-ce que je vois? Non mais c'est un gros gag quoi. Page. Ah oui. Non, mais là, je tombe, mais je me dis, et page 87, Oui, en fait, c'est mon attachée de presse, c'est Martine. grosse blague. Martine, oui, ouais, qui est à fond, elle, sur les fleurs de bac, tu vois. Et puis, j'ai rencontré Martine. Il se trouve qu'elle se connaissait très bien avec Patrice Van Der Sel, tu vois, c'est des amis. Les synchronicités, tu vois, les rencontres comme ça, on en fait- on- on en vit plein. Ben oui. Quand et encore une fois, c'est bien aligné. Et elle sentait que j'étais stressée avant d'organiser Marty quelques semaines avant. Alors elle m'appelle, elle me dit tout va bien et tout. Écoute, tu prends du rescue, tu prends. Alors il y avait rescue, walnut, puis elle raccroche. Et puis elle me rappelle, bien, oh, j'ai oublié, impatience. C'est trop joli. Ah ouais, c'était. Ouais, et puis voilà, elle est très rigolote, très speed. Donc ça m'a bien détendu sur le coup, quoi. Mais Et oui, tu, oui, mais j'en prends hein, des sortes de bac. et tu m'as dit Et après d'ailleurs, que dans ta chaîne télé, parce que ça, on l'a pas évoqué, on a évoqué les colloques, ton bouquin actuel et ton documentaire, ouais. mais on n'a pas dit aussi que tu as une chaîne aussi télé sur le web. Oui, 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 c'était en 2015. J'avais un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. C'était de créer une web TV qui était spécialisée dans ces thématiques-là. Mais bon, voilà, tu vois, contrairement à Martigues, où tout était fluide quelque part à Martigues, j'ai eu beaucoup de facilité.
Là, ce projet de Web TV, je l'ai fait aussi avec avec ton cœur. mon cœur. J'avais aussi mon infographiste. C'est une longue collaboration. C'est quelqu'un qui est très talentueux. Il s'appelle Sébastien Pierre. C'est un infographiste 3D. Et on avait voilà, euh, fait des créations avec toute une équipe, bien sûr, hein, de monteurs, de cadreurs, etc. J'étais très fière de cette chaîne de télé, avec un magazine d'infos, avec des chroniques. Ça parlait, il y avait même des chroniques sur les fleurs de bac, d'ailleurs. Mais oui, Des chroniques sur la résilience. Bah, j'étais vraiment très, très fière, que ce soit au niveau sur le fond, sur la forme. Et malheureusement, bah, écoute, non, ça voulait pas, ça voulait pas. Des problèmes techniques sur le site. Euh, de gros problèmes de com aussi, mais bon, ça, c'est ma responsabilité. Mais c'est surtout les problèmes techniques qui se sont accumulés. Et tellement, même dans ma propre équipe, les gens qui étaient très terre à terre, certains me disaient, c'est pas possible, t'as jeté un mauvais sort, quoi. Et puis la télé n'a fonctionné que 7 mois. Et ça a été le début la descente. de la descente. Oui, Voilà. c'est clair. Mais ça reste un projet qui me. C'est peut-être pour moi le plus beau projet que j'ai fait, tu vois. Oui. Voilà. Mais bon, ça renaîtra Bah, bien, différemment. c'est sûr. Et c'est Voilà. quoi l'accueil maintenant de ce livre qui est paru il y a à peu près un an, hein, c'est ça, au mois de mars l'année dernière? Alors, le 3 mars, ça fera un an. Voilà, 3 mars, ça fait un an. C'est de l'éléphant, c'est une nouvelle maison d'édition, hein. Oui, C'est une collection d'Hachette qui s'est transformée en une maison d'édition dédiée ouais. à C'est la très joli, spiritualité. le petit dessin, il est très Voilà, très beau. le lotus et l'éléphant. Oui, Et donc, oui, c'est très bel accueil parce que comme que ce soit les colloques, les films, tous les événements que j'ai pu faire, évidemment, ben, ça génère beaucoup de nouvelles rencontres oui, merveilleuses, oui. très touchantes. Et ça, c'est le côté vraiment très positif, hein. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que je ne me sentais pas capable, il y a quelques années, d'écrire un livre. C'était pas la première fois qu'on me proposait d'écrire mon parcours. Et puis là, bon, ça s'est fait, ben, ça veut dire que c'est le bon moment. Mais comme toujours, hein, quand ça fonctionne, entre guillemets, ça veut dire qu'on a la bonne idée au bon moment et avec les bonnes personnes. Et là, ben, là, ça a été thérapeutique parce que j'en avais besoin. Il faut savoir aussi que j'avais juré craché que je ne me remettrais plus les pieds sur la thématique des EMI. Puis finalement, on retombe dans la marmite comme si de rien n'était, tu vois. Mais non, j'ai fait de très belles rencontres. Je suis très heureuse de ces rencontres qui se sont faites tout de suite après la sortie du livre et qui vont me permettre d'avoir de nouveaux projets pour la suite, de nouvelles collaborations. Et bon, ça prend du temps aussi. Parce qu'on a eu, il faut dire qu'on vit dans une époque assez compliquée, hein, et tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid, la crise sanitaire, ça a retardé un peu les choses, mais en tout cas, c'est bien parti. Donc, on rebondit. Ouais. Et du coup, tu récoltes d'autres témoignages, des gens spontanément qui viennent vers toi en te disant, voilà, moi j'ai ça à vous raconter. Est-ce que tu collectes aussi d'autres opportunités, même avec des scientifiques qui voudraient collaborer avec toi, par exemple, ou te proposer? Oui, oui, bien sûr, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe. Et puis oui, s'il y a des gens qui ont vécu des EMI, il ne faut pas hésiter, Ouais. parce que il y a Il y a tellement de choses à explorer encore et à comprendre. Et puis bon, voilà, la différence, c'est que là, il y a une écoute. On ne va pas les prendre pour des illuminés. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi la suite alors pour toi là, avec ton bouquin, mais tu as d'autres projets après, tu peux pas tout dire évidemment, mais Oui, 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 bah, il y a un nouveau film documentaire. oui. Bah, après, le reste, je peux pas trop en parler, mais ça reste des projets très ambitieux, peut-être certainement aussi les troisièmes rencontres. Mais les troisièmes rencontres se feront en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Parce que, tu vois, la crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, à nous réinventer et de vivre dans l'instant présent. Tu vois, on ne peut plus se projeter. Chaque fois qu'on se projette, hop, c'est reporté, c'est annulé à cause des nouvelles restrictions, etc. Et donc, ben, là, je m'oriente plus vers le numérique, hein, en attendant que tout s'apaise pour le présentiel, parce que c'est vrai que ça a changé quelque chose, en tout cas dans les habitudes des gens. Voilà. Bon, pour le moment, voilà, c'est sur le film. Et du coup, si on peut te contacter, parce que moi, cette vidéo, évidemment, l'IGTV, je vais la mettre en ligne. Et après, ce que je fais, c'est que je prends cette vidéo et je la mets sur ma chaîne YouTube.
Et je mets toutes tes Oui, coordonnées, donc je vais mettre ton site, hein, c'est www.soniabarcala.com. voilà, c'est ça. Et on peut y retrouver, par exemple, le lien si on veut acheter Oui, il y a tous les liens, ton tous les liens, ouais. DVD, celui du documentaire, etc. Oui, On est d'accord. c'est ça. Et Voilà. est-ce qu'il y a un espace aussi où on peut prendre contact avec toi si on est Oui, il y a la scientifique rubrique ou si contact. on a envie d'avoir, je sais pas, un contact particulier Oui, pour oui, te donner bien un sûr. témoignage? Oui, oui, la rubrique contact, Ok. il y a- je réponds. Après, il y a des. En fonction de mes activités, mais généralement, je réponds à tout le monde. Ouais, ok, ok. Voilà. Est-ce que tu es toujours en contact avec Raymond Moody? Ça fait un moment que j'ai plus eu de contact, mais il y a eu des périodes où pendant un certain temps, on n'avait pas de nouvelles, et puis à chaque fois, il répond si jamais je l'invite ou je lui pose une question. Là, il est toujours bienveillant, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Et donc pareil pour Patrice Van der Zel, pour Didier Van Covelaert. Enfin, vous allez voir dans le bouquin, il y Oui, a oui. tellement de gens qui ont Ah oui, oui, mais participé, qui ont été, enfin, co-créateurs avec tout ça. Enfin, c'est c'est ça, ouais. surréaliste, quoi. Patrice, ils sont, oui, on est régulièrement en contact, c'est différent, quoi. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure? Ben, je remercie tous les gens qui ont pris la peine de nous C'est écouter. ça. Voilà, et puis ben, je te remercie pour cette invitation. Et ben, quelque chose à rajouter de spécial, pas vraiment, juste vous remercier, ça, je pense que c'est important, voilà. Ben, merci à toi. Moi, j'ai envie de dire, voilà, prenez le temps de parler de la mort aussi, d'écouter aussi votre conscience hein, par rapport à ça. Et puis lisez, informez-vous, ouvrez vos esprits parce que voilà, il se passe des fois des choses auxquelles on n'est pas toujours habitué et ça peut surprendre. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, laissez la place à l'ouverture pour peut-être nous sensibiliser à une autre forme de conscience. Hein, parce que pour moi, voilà, la vie, elle est partout et nos enfants aussi, parce que moi, je suis maman de 3 enfants et même quand on n'est pas maman, on peut être copine, voilà, avec des enfants. Enfin, je veux dire, les enfants, ils sont partout. Et c'est important de se préparer à cette vie sous toutes ses formes, en fait. Hein. Voilà, parce qu'on est confronté à la mort tout le temps. Donc, qu'on ait des enfants ou pas, c'est important aussi d'être dans cette ouverture de conscience. Et la conscience, comme tu disais, certaines personnes qui vivent des EMI, ils changent aussi d'état d'esprit. Moi, j'ai une collègue qui me disait bah, qu'elle a vécu voilà, une EMI et elle me dit bah, il y a un avant et un après. Quoi. Quand tu commences comme ça, tu embrasses la vie comme personne, en fait. Et c'est ça qui est beau, C'est c'est ça qui ça est qui est beau. magnifique. Et c'est ça qui est beau parce que à notre époque, c'est ce qu'on a besoin. Les gens ont besoin d'espoir, ont besoin de vivre, ils ont besoin d'être à nouveau dans l'instant et surtout de revoir leurs priorités et leur échelle de valeur. Et c'est ce que nous apprennent les EMI. Le plus important, c'est quoi? C'est d'aimer, d'être aimé et de comprendre que nous sommes tous reliés les uns avec les autres, quoi. Exactement. On est tous reliés les uns les autres et le message c'est l'amour. Et pendant tout le temps, on a parlé, il y a eu des cœurs qui n'ont pas cessé de défiler. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu vois ce que je vois. Tu vois Oui, les oui, je cœurs? vois. Ouais, C'est ouais, trop ouais. mignon. Oui. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a des merci à vous. Merci avec une petite fleur, un grand merci. Passionnant, merci. Merci et belle soirée à vous. Donne envie de lire. Ah bah oui, Aurélie, c'est une amie, Aurélie Codarini, évidemment. Alors là, mais fonce. C'est magnifique. Et bah, merci à vous tous. Et puis, c'est un sujet qui est inépuisable. Donc, enfin, on pourrait refaire d'autres lives. C'est juste dingue parce qu'il y a tellement à dire, tellement à lire, tellement à découvrir. Et moi, je pense que c'est un livre que je vais relire parce que je l'ai lu bon, déjà en peu de temps, mais c'est pas forcément un livre qu'on doit dire en 3 semaines ou en 6 mois. Mais on peut le relire plusieurs fois parce que y a, ça éveille à chaque fois avec d'autres perceptions aussi enfin voilà, c'est toujours des lectures, on peut toujours l'ouvrir aussi, avoir des réponses au bon moment. C'est comme des livres initiatiques qui nous permettent aussi de voilà de quand on vacille, des fois c'est bien d'avoir un espèce de truc qui nous remet dans l'axe en fait. Donc voilà, c'est un livre rempli d'amour en fait. Hein. C'est une bombe d'amour. Voilà, et si ça vous arrivait, moi je sais pas si ça m'arrivait,
je me suis préparée à plein de choses et en même temps, entre la perception de mon mental, de comment ça pourrait m'arriver si ça devait m'arriver et ce que je vais vivre, je pense qu'il y a, apparemment, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui nous arrive dans ces moments-là. Tu vois, c'est vraiment, je vois dans le documentaire, c'est les gens n'arrivent pas à décrire en fait ce qu'ils vivent tellement c'est d'une force et d'une subtilité et on n'a pas le vocabulaire pour ça en fait. Hein. À quel point c'est puissant, C'est d'une t'imagines, de puissance, mais c'est dingue. C'est fou, autant quoi. d'amour, te sentir aimé sans C'est condition. dingue. Voilà, et d'où leur nostalgie quelque part, tu vois, et puis de retrouver, essayer de retrouver pas à tout prix, mais nostalgique en tout cas de cet état de bien-être absolu. Et ouais, et en même temps, c'est fou parce que d'avoir la conscience de dans nos cellules qu'on est capable de cet amour-là et c'est déjà là en Mm. fait. Parce que ces gens-là, ils ont la conscience de cet état d'amour en fait dans lequel on baigne. Nos cellules, elles sont Mm. déjà comme ça. Sauf que nous, on n'est pas connecté à ça. Il y a des moments, on a des moments de bulle de connexion, mais on n'est pas. Tu vois, tu parlais de méditation, on peut boire une tasse de café et faire une décorporation, un état de conscience délocalisé, etc. C'est OK. Mais on n'est pas tout le temps dans cet état de perception de cet amour qui est tellement, mais dingue en fait. Mais on est déjà là, tu te rends compte qu'on parle là et que tout ça, ça match en fait. Ça continue à vivre Mm. et c'est déjà présent en fait. C'est ça. Ah, Mais c'est mm. c'est compliqué d'être dans cet état-là. Et bon, bah voilà, hein, ça s'appelle la spiritualité, la philosophie, au fait, tout ce que. Et en fait, on n'a pas besoin de faire d'études, il suffit juste de vivre cet état de conscience. Et moi, je trouve ça chouette que certaines personnes aient la faculté de pouvoir nous témoigner de tout ça. Enfin, c'est magnifique, quoi. Franchement, putain, il y a qu'un truc à faire, c'est s'aimer. C'est quand même pas compliqué, bordel de merde. Hein? Non, mais putain, hey, franchement, t'as pas besoin d'être en toge blanche ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a des moments, putain, il y a des gens qui se vivent des états de grâce, quoi. C'est fou. Ah oui, Hein? ouais. T'as pas besoin d'être, tu vois, de faire de la théologie pendant des siècles. Hein. Ça se résume à vraiment pas grand-chose finalement. Hein. Donc voilà. Bon, écoute, je suis tellement touchée. En tout cas, moi, j'espère te rencontrer bientôt. Moi, je suis dans le sud de la France, tu le sais, donc Bon, toi ça tombe aussi. bien. Donc voilà, moi, je pense que bientôt, j'irai te faire un grand hug de remerciement et de gratitude infinie. Parce que voilà, je trouve que tu es une personne clé sur Terre. En fait, moi, dans ma vie, ça y est, voilà, depuis quelques semaines. Et ouais, mais c'est important. Voilà, il y a des gens pour lesquels il faut j'allais dire rendre grâce. C'est, tu vois, t'es pas une sainte, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est important. C'est un porte-parole aussi pour moi et c'est vraiment fondamental en fait. Donc voilà. Tes compliments me touchent, mais je suis sûre qu'on va se revoir, Mais évidemment. bientôt. Parce que justement, je pense que je vais pas, dans pas trop longtemps, je dois aller de ton côté Bah là-bas. voilà, donc on va se rejoindre, ça c'est sûr. Et puis, mais vraiment, bah, de tout cœur. Et c'est pas une injonction, évidemment. Vous connaissez mon coup, vous savez comment je fonctionne. Je suis très spontanée, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Sonia ne me paye pas et voilà. Et j'ai même acheté son bouquin, vous voyez. Donc je l'ai pas, je lui ai même pas demandé. Hein, tu m'as dit, ah, je vais demander à mon attaché de prêt. J'ai dit, hop, 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 je vais aller l'acheter. Vous voyez, je suis pas une influenceuse qui reçoit des trucs toute la journée. Hein. C'est un truc du cœur là. Et donc pour moi, c'est important. Et si je peux participer à ma façon à voilà, je suis pas l'attachée de presse de Sonia, hein, Martine fait son job très bien, mais je veux dire, putain, allez-y, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et puis, si vous avez peur, ou si vous êtes curieux, ou si vous êtes sceptique, bah juste, c'est le moment, quoi, en fait, parce que tout est là, finalement. Donc, c'est ça qui est chouette. Voilà, il y a des gens qui sont là pour nous, pour ça, donc, youpi. Merci beaucoup, Nathalie. Gratitude à toi. Tu sais que ça passe les Ça ondes, vous hein, fera. c'est Tant que c'est sincère, oui. Merci. complètement, c'est fou. Donc voilà, écoutez, je vous aime tous. Merci d'avoir été là. Merci de regarder ce petit replay, que ce soit sur YouTube ou plus tard ou ailleurs, hein, ou si vous venez de Facebook ou je ne sais quoi. Et, euh, et puis faites, voilà, ce que j'aimerais vraiment de tout cœur, c'est écrivez des petites choses sous les vidéos, parce que là, pour le coup, bon, quand je parle des fleurs de bac et de mes bouquins, ok, mais là, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre ce temps. Dites des choses, dites voilà, racontez. Enfin, c'est vraiment chouette le partage. Moi, je trouve qu'on se sent moins seul aussi, et ça libère la parole. Et libérer la parole,
c'est se sentir en paix aussi et se sentir aussi en frère d'âme et de connexion et de cœur parce qu'on a besoin vraiment les uns des autres en fait. Hein. C'est comme ça qu'on évolue et donc voilà, c'est bien de pouvoir le dire. Merci pour tout. Merci Nathalie. Bonne soirée. Et j'embrasse tous ceux qui nous regardent aussi. Merci pour votre bienveillance et pour vos questions et j'espère à très bientôt. Oui, Sonia est une perle, dit Laetitia Mimi 13. Mais oui, une perle. Allez, à bientôt. Merci Bonne pour tout. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.